Les tourmentés, ils sont trois plus une. Il y a un personnage qui s'appelle Madame, qui est richissime, qui a un passé tourmenté et douloureux, qui est passionné par la chasse et qui a tout chassé, tous les gibiers, sauf l'homme, qui à un moment arrive dans sa vie où elle commence à s'ennuyer un peu, va trouver de raison de vivre qu'à travers une chasse à l'homme. Madame a une espèce de majordome, d'homme de compagnie, homme à tout faire, qui est un ancien sergent de la Légion, et elle va lui demander de lui trouver un gibier qui soit à la hauteur de son talent de chasseuse. Ce majordome, qui s'appelle Max, va aller chercher un de ses anciens légionnaires, une espèce de super guerrier, le meilleur combattant, qui est devenu clochard, mais qui, une fois remis sur pied, doit pouvoir faire le gibier le plus dangereux, le plus résistant. Cet homme n'a plus rien à perdre, c'est-à-dire qu'il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il est à la rue, sa vie ne vaut plus rien. Madame, elle va lui proposer d'être son gibier pendant 1 mois. Si à la fin du mois il est encore vivant, il gagnera une grosse somme d'argent. Et si à la fin du mois il est mort, la somme d'argent ira à sa famille. Ce personnage qui s'appelle Skender va accepter. Les tourmentés, c'est ça. C'est comment 3 personnages aussi fous, aussi noirs, vont réagir par rapport à ce contrat et à cette histoire écrite. We love cinema. C'est un film d'apprentissage à l'envers. Un roman d'apprentissage, d'habitude, c'est l'histoire d'enfants ou d'adolescents qui perdent leurs illusions, qui quittent le monde de l'enfance et qui découvrent que la vie n'est pas si rose qu'ils l'avaient cru. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est un film d'apprentissage, mais avec des adultes qui vont découvrir que la vie n'est pas si noire que ce qu'ils ont vécu jusque-là. C'est une espèce de révélation ou d'épiphanie. Donc, c'est des gens qui vont commencer à vivre, qui ont été morts avant d'être vivants. Les 3 personnages sont des personnages qui sont à un tel point de traumatisme qu'ils n'ont pratiquement jamais vécu. C'est comme s'ils étaient morts. C'est comme le dark web par rapport à Internet. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde parallèle, extrêmement noir, on n'a pas forcément envie d'aller. Et donc ils vivent là-dedans, dans une espèce d'univers extrêmement violent, même quand il est fantasmatique, où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. C'est des morts vivants, c'est des espèces de zombies, mais c'est des grands traumatisés. Et chacun pour des raisons différentes, les 2 hommes par la guerre, mais aussi par leur passé, leur enfance, et Madame par son enfance. À travers ce pacte, ça vaut quoi la vie d'un homme ? Est-ce qu'on peut la payer ? Est-ce qu'on est prêt à mourir ? Pour qui ? Pourquoi ? Savoir que ça arrive, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir normalement. Demain, dans 50 ans, c'est comme ça qu'on peut vivre, c'est parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Mais lui, tout à coup, il sait, c'est dans 6 mois. Et elle sait quand il va mourir, c'est dans 6 mois. Le fait de savoir comment on vit et comment ça influe sur la vie. La vie va se révéler à travers la mort qui s'approche. Manon, c'est l'ex-femme de Skender, la mère de ses enfants. Elle ouvre une porte et à travers cette porte va passer la lumière. C'est-à-dire qu'elle est celle qui va faire le passage de l'obscurité ou de la mort à la vie. Parce qu'elle a 2 enfants à éduquer et qu'elle ne peut pas se laisser aller à la mélancolie, à la tristesse. Elle croit à des choses, quoi. Tous les jours, c'est un nouveau combat. Elle va lui permettre, presque à son corps défendant, parce qu'au début, elle n'est pas forcément pour, mais de réintégrer le monde des vivants. Donc il y a 4 acteurs principaux. Il y a Madame, qui est jouée par Lindan Pham, une actrice très singulière, une actrice assez rare, et qui a cette espèce de particularité d'être multifacette. C'est-à-dire qu'elle change très facilement d'univers. Elle peut être très sombre, fermée, mystérieuse, il y a quelque chose d'introspectif. Et puis tout à coup, elle peut être très légère. Et j'aimais bien cette espèce de côté versatile. Tout à coup, j'avais besoin d'un personnage comme ça, qui souffle le chaud et le froid tout le temps. Et elle fait ça très très bien. Ramsey, c'était... J'aimais son côté tragique. C'est un personnage très très opaque, on ne sait pas toute sa vie, on ne sait pas quel est son tourment, enfin on n'en sait qu'une partie. Même dès qu'il arrive, on sent qu'il y a de la tragédie en lui, ou qu'il l'a traversée, ou qu'il la porte. Ce qui fait le propre de la tragédie, c'est que les personnages assument leur destin. Ils ont beau savoir, ils y vont quand même. Il est à la fois minéral et très expressif, et c'est pas donné à tout le monde, enfin c'est antinomique, et pourtant, il a ça. Skender, c'est Neil Schneider qui le joue, il cherchait une espèce de couteau avec une lame à double tranchant, quoi. Ça coupe dans tous les sens. Il y a une espèce de violence rentrée, quelque chose de très tendu,
tout le temps dans le regard. Là, c'est très marrant, parce que c'est plutôt quelqu'un de très doux, Niels. Et en fait, il amène cette violence-là, il la joue très très bien, mais ça lui vient de je ne sais où. Mais en tout cas, il l'incarne extrêmement bien. Son côté doux, il l'a avec ses enfants. Là, à ce moment-là, il y a de la mélancolie. Et j'aime bien quand les personnages ont plusieurs facettes comme ça. Et donc, Niels, il a une violence rentrée qui peut exploser à tout moment. Et puis une grande douceur. Et puis il y a le personnage que joue Déborah François, et qui elle est la seule à pas être dans cette espèce de délire dans lequel sont les autres. Et Déborah, c'est une actrice belge, et les actrices belges, et les acteurs belges aussi d'ailleurs, ont cette particularité de ne pas se prendre la tête, enfin de ne pas attaquer les rôles par l'intellect. Ils les attrapent, ils sont dans la matière, dans le matériel, dans le jeu, dans l'expérimentation. Quand Déborah arrive sur le plateau, le personnage est déjà incarné, il y a déjà la chair, il y a la bonne chair. Le corps du personnage existe. Ça vient de l'intérieur. C'est là, quand je dis que c'est pas réfléchi, ça veut dire que c'est quelque chose qui est ressenti profondément. C'est un mélange du personnage que j'ai écrit et de ce qu'elle va nourrir. Et c'est la définition de l'incarnation. C'est-à-dire qu'elle va donner son corps, et donc il faut une sincérité absolue. Et ça ne se fabrique pas. C'est-à-dire qu'on ne le pense pas. On ne se dit pas, tiens, à ce moment-là, je vais faire ci, à ce moment-là, je vais faire... Non, joue-le, et après on voit si ça correspond ou pas, et on réfléchit pour voir pourquoi ça ne marche pas, et si ça marche, on n'a même plus besoin d'y penser. Et un acteur, par définition, ça joue. Mais parfois, quand c'est une séquence où c'est un mec qui mange une boîte de conserve à la petite cuillère, il n'y a rien d'autre à faire que de manger sa choucroute à la petite cuillère. Il n'y a pas d'intention particulière à mettre, etc. Et les acteurs belges, ils ont compris ça, que quand on mange une choucroute, on mange une choucroute. Au début, c'est un roman, mais avant d'être un roman, c'était une idée de film. Quand je commence à écrire le roman, c'est parce que j'ai pas envie d'écrire un scénario, j'ai pas envie d'écrire un film, parce que ça fait 30 ans que j'en écris et que je sature un peu, et c'est trop technique, trop contraint comme écriture. J'avais envie d'écrire librement. La littérature permet ça, c'est-à-dire que dans un roman, que ça se passe chez les Romains au XIXe siècle ou aujourd'hui, ça coûte la même chose. Qu'il y ait 50 personnages ou un seul, ça coûte la même chose. Alors qu'au cinéma, s'il y a 50 personnages, ça coûte 50 fois plus cher que s'il n'y en a qu'un. Si c'est un film d'époque, ça coûte plus cher. Alors que je peux raconter les jeux du cirque pour pas cher dans un roman. Donc j'avais envie de cette liberté-là. Et puis une fois que le livre est écrit, je l'aime bien, j'aime bien l'histoire, j'aime bien les personnages. Je me dis que ça pourrait faire un bon film et que donc il n'y a pas de raison de le laisser faire par un autre. C'est pas la première fois que je fais un film de genre. L'intérêt du genre, c'est que ça donne un cadre, mais qu'à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. On trahit plus le genre que le roman qu'on adapte, par exemple. Le genre, c'est fait pour être trahi, pour être adapté, pour être tordu, pour en sortir, casser les règles. Et donc là, j'ai fait comme on fait. J'ai cassé les règles, je suis sorti du genre, parce que c'est plus important. Aujourd'hui, c'est presque devenu une mode ou une pause, le genre, parce qu'on est dans une époque postmoderne. Mais à la grande époque du genre, c'est-à-dire dans les années 40, 50, les films noirs, les comédies, mais le genre n'était pas théorisé. Et en revanche, il avait une fonction très très précise. Ça permet de faire passer des choses en contrebande. On raconte une société sans avoir à y toucher. C'est-à-dire qu'on fait un film de divertissement, et en même temps, on parle des problèmes de la société dont les gens n'ont pas forcément envie qu'on leur en parle, ou la politique n'a pas envie qu'on en parle. Et dans ce cas-là, le genre permet de dire, mais ça, c'est un film de divertissement. Il n'empêche qu'à l'intérieur, ça parle de choses très très précises. Mais il y a énormément de films de genre qui parlent de leur époque, en fait. On parle toujours de la masculinité toxique dans le mal qu'elle fait aux femmes. Et à juste titre, c'est d'ailleurs Madame porte ça. Mais la masculinité est aussi toxique pour les hommes. C'est-à-dire que depuis les Grecs anciens, on formate les garçons jeunes et puis moins jeunes après à devenir des soldats et à faire la guerre. Et on se rend compte que pendant 4000 ans, toutes les générations d'hommes ont connu des guerres, sont partis, l'arme à la main, tuer et se faire tuer, et que petit à petit, c'est rentré dans l'inconscient des garçons pendant très 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 longtemps. Puis petit à petit, heureusement, dans nos sociétés, on a commencé à moins faire la guerre. Moi, je suis la dernière génération à avoir fait un service militaire. Ce truc-là, je pense, nous a imprégnés, nous a fragilisés, a ramené probablement de l'anxiété. On s'est refusé des choses, on s'est refusé une part de la vie, et donc la masculinité n'est pas toxique que pour les femmes. Elle a aussi beaucoup abîmé les hommes, les jeunes hommes, et donc la société. Ça a cassé beaucoup les jeunes gens aussi, et les enfants. Toujours un grand défi de faire un film. Non, là, c'était peut-être de faire accepter par le spectateur l'idée de cette chasse à l'homme.
Parce qu'elle a une singularité par rapport au film de Chasse à l'homme classique, c'est que la victime est consentante. En général, c'est, je sais pas, un esclave qui s'enfuit, on lâche des chiens, il n'a pas demandé à ce qu'on lui lâche des chiens. Un type qui s'évade de prison, il a 20 flics au cul. Donc en général, le gibier essaye de se sauver. Là, il accepte de l'être, il accepte de mourir. Donc il fallait faire passer cette idée-là, c'était pas si simple.